Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour ce nouvel agro-webinaire du mardi et le dernier de cette saison et le dernier de la thématique agroécologie. Et aujourd'hui, nous allons vous parler du service de pollinisation à intégrer dans la stratégie des exploitations agricoles. Et avant de donner la parole à Hélène, ma collègue de l'ACTA avec qui on co-organise ces webinaires, je vous rappelle que vous avez deux possibilités pour interagir avec les intervenants et nous-mêmes. C'est d'une part le bouton discussion, converser ou chat selon votre version de Zoom, qui vous permet de nous donner des informations ou de nous faire part de vos éventuels soucis techniques. Et le deuxième bouton qu'on vous encourage vivement d'utiliser, c'est le bouton QR pour questions et réponses. Et c'est là où, au fur et à mesure des interventions, vous pouvez poser toutes vos questions. Et en fin des interventions, eh bien, les intervenants vous répondront en direct via la reformulation des questions par Hélène. Hélène, tu as la parole. Bien, merci beaucoup Philippe. Donc, ravi d'animer ce dernier webinaire autour de la thématique agroécologie. Alors, lors de ce cycle autour de l'agroécologie, nous vous avons parlé de plusieurs services écosystémiques fournis par les agroécosystèmes et la biodiversité qu'ils hébergent. Donc, on a eu des webinaires sur la régulation naturelle des bioagresseurs, sur la fertilité des sols, sur le stockage de carbone et bien d'autres. Mais nous ne pouvions pas clôturer ce siècle sans parler d'un service qui est pourtant essentiel, à savoir celui de la pollinisation. Et donc, c'est ce que nous vous proposons aujourd'hui. Alors, aborder un sujet aussi vaste nécessite forcément de faire des choix dans les angles de vue et le périmètre abordé, mais nous espérons que les visions complémentaires de nos trois intervenants permettront déjà de vous donner un bon aperçu de cette thématique. Donc, je vais laisser la parole donc, tout d'abord à Fabrice Allier, qui est responsable de la thématique agroécologie à l'ITSAP, Institut de l'abeille. Puis ensuite à Jean-Christophe Congeot, qui est responsable des actions techniques et interprofessionnelles à l'ANAMSO, donc l'Association nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences oléagineuses. Puis Patrick Golfier, professeur de biologie, écologie et d'apiculture au lycée agricole Armand Favier à Nérac, aura la lourde tâche de terminer ces trois interventions. Et donc ensuite, je reprendrai la main pour relayer vos questions à nos trois intervenants. Fabrice, je te laisse donc tout de suite commencer ce webinaire. Bonjour à tous. Alors, mode diaporama. Voilà, c'est parti. Donc, et on est bon. Bonjour à tous. Donc, je vais démarrer effectivement ce webinaire avec une vue d'ensemble sur les insectes pollinisateurs. Quels sont ces insectes-là et puis quelles sont leurs interactions avec les plantes. Tout d'abord, il faut savoir qu'on parle d'environ 20 000 espèces au niveau mondial et de 1000 espèces en France qui sont plus proches de chez nous et de nos agro-écosystèmes. Parmi ces 1000 espèces, alors qu'on sont dénombrées, on en connaît une particulièrement, évidemment, pour la filière apicole, c'est l'abeille domestique, qui est particulièrement mise en avant par rapport à au fait qu'elle soit un animal de rente et qu'elle produise du miel. Donc, on a d'un côté des insectes pollinisateurs, donc qui ont, pour les 1000 espèces sauvages, des écologies et des biologies différentes. Et puis en face, on va avoir, donc d'après des inventaires de chercheurs, une bonne centaine de cultures dites entomophiles qui se reproduisent grâce aux insectes. Des cultures qui vont produire des graines ou pour lesquelles les insectes vont participer à l'amélioration de ces produits. Donc, deux exemples ici. Et puis, j'ajoute là les interactions qu'on va voir plus spécifiquement par rapport à Apis mellifera et la production de miel. Donc, quelles sont ces interactions entre ces insectes? On a d'abord des interactions directes où les insectes pollinisateurs sauvages, donc ici les abeilles, vont interagir directement sur les cultures. Donc le fait qu'elles soient naturellement présentes en fait autour de la culture dans l'agrosystème, parce qu'il y a les infrastructures agroécologiques qui font que leur habitat. Et on a aussi les abeilles domestiques qui sont, alors moins naturellement, mais qui peuvent être présentes du fait qu'il y ait des apiculteurs qui les laissent soit de manière sédentaire ou qui les
L'abeille domestique toujours, qui est aussi liée à la production de miel, donc comme je l'ai dit. Et puis parfois, lorsque par exemple sur le colza, l'apiculteur il vient pour faire une production de miel d'abord, les abeilles vont aussi assurer un service de pollinisation de manière involontaire. Et puis, ces abeilles n'étant pas toujours présentes comme on le veut et dans les conditions qu'on souhaite, s'est développé au fil des années, ça fait maintenant plusieurs décennies, un phénomène de prestation de services où les abeilles, notamment les abeilles domestiques, sont apportées dans le cadre d'une prestation contractuelle. Et ce qu'on a vu aussi se développer dernièrement, c'est que les abeilles sauvages peuvent aussi faire l'objet de prestations de services, puisque des sociétés donc privées fournissent des boîtes de combus, donc des bourdons par exemple, ou des osmies. Alors, pour avoir une vue plus précise maintenant sur ces interactions plantes-abeilles, on parle d'un mutualisme au bénéfice réciproque. Et alors, il est essentiellement dû à 4 éléments. D'abord, un régime alimentaire qui est essentiellement constitué de nectar et de pollen. Ce sont des abeilles qui vont se nourrir de ces substances produites par les fleurs. Et les fleurs les produisent pour les attirer. Et en contrepartie, en quelque sorte, de manière involontaire, il y a ce phénomène de pollinisation. La morphologie aussi de l'appareil de récolte du pollen fait que ces abeilles ont la possibilité de transporter ces pollens. Donc, on les voit ici sur les poils branchus, qu'ils soient sur les pattes ou sur le corps. Donc, ces grains de pollen, selon leur taille, vont pouvoir s'accrocher et être viables quelques heures, voire plutôt quelques heures, pendant un voyage de butinage. Enfin, un dernier point qui est important, c'est la fidélité en fait, à une espèce végétale. Les abeilles sont assez fidèles lors d'un voyage et donc les grains de pollen d'une même espèce, voire d'une même variété, peuvent circuler, être véhiculés des étamines de la fleur vers le stigmate de la même fleur ou d'une autre fleur d'un autre arbre, par exemple. Donc voilà rapidement la description du phénomène de pollinisation qui est assuré par les insectes. Et alors on entend aussi beaucoup dire que ces questions de recherche sont assez peu connues. Il y a beaucoup trop de connaissances et donc des difficultés parfois à pouvoir appliquer les connaissances. Et là, j'ai voulu présenter à travers ce graphique, vous avez en rouge en fait la bibliométrie liée aux publications sur la pédologie. Donc, en fait, c'est une méthodologie qui permet de repérer les mots-clés dans la bibliographie à partir des titres, des items de mots-clés et des résumés sur la pédologie. Et en bleu, on a la progression depuis une trentaine d'années, 40 ans, des publications sur le service écosystémique et sur les insectes pollinisateurs. Et on voit qu'il y a cette courbe bleue suit la courbe rouge, avec bien sûr des proportions qui sont bien moindres, où on a à peu près 3% actuellement, donc ça a quelques années, en 2016, 3% de publications sur le service de pollinisation sur les apoïdes dans les agrosystèmes par rapport au nombre sur l'apidologie. Donc c'est vraiment une science qui démarre et donc il y a un phénomène qui des phénomènes qui l'accompagnent, il y a une prise de conscience bien sûr au niveau de la recherche, mais également des dynamiques de la recherche. Par exemple, on sait qu'il y a un GDR, un groupe de recherche qui crée une dynamique autour d'environ 160 chercheurs maintenant depuis 3-4 ans. Et tous ces chercheurs sont amenés aussi à publier dans les années à venir. Côté institution, un plan national d'action sur les insectes pollinisateurs est aussi en cours depuis 4-5 ans. Et puis, cette année, un nouveau plan pollinisateur est en consultation d'ailleurs depuis hier pour le mois de juillet. Tout ça montre aussi une prise de conscience sur l'intérêt de préserver ces insectes-là et leurs services. Alors, si on s'intéresse justement aux projets qui sont développés et les sujets qui sont adressés par la recherche autour de ces insectes et du service de pollinisation, on a là un camembert qui nous décrit ces grands items. Alors, globalement, à travers la bibliométrie et les mots-clés, comme je le disais, on retrouve tous les sujets qui sont traités par les chercheurs autour de la production et de la pollinisation entomophile.
avec plus spécifiquement un regard sur l'efficience des pollinisateurs, leur efficacité vis-à-vis de la pollinisation, quel type de pollinisateurs sont attirés par quel type d'abeilles. On a aussi un pan de la recherche qui s'intéresse au comportement de butinage dans la culture. Et donc là, c'est plutôt des questions liées au comportement, aux horaires de butinage, à la sécrétion nectarifère, à la distance entre le nid et la culture, à la quantité, à la densité, à la diversité d'insectes et d'espèces qui sont. On a aussi un pan de la recherche qui s'intéresse aux habitats non cultivés et pollinisation de la culture, puisque c'est bien sûr ces habitats-là qui font les abeilles sauvages, hein, puisqu'ils leur fournissent le gîte et le couvert, les abeilles domestiques étant, elles, gérées par l'apiculteur. Par contre, ces habitats-là, enfin, ces infrastructures fournissent la ressource. Alors, la question de la ressource est aussi largement abordée. Et après, dans moindre mesure, des questions sur la conservation des pollinisateurs, les mesures agro-environnementales, l'impact des pratiques agricoles avec tout ce qui touche aussi l'usage des pesticides et les horaires de traitement, notamment pendant la floraison, qui sont importantes pour diminuer les effets, les questions économiques, et puis cette question-là aussi qui au moment de notre bibliométrie, touché 2% des revues. C'est cette compétition entre apis, non-apis, donc entre abeilles sauvages et abeilles domestiques, qui aussi prend de plus en plus d'ampleur. Alors, si on descend encore plus dans le détail, on peut s'intéresser aux types de cultures qui sont étudiées. Et alors souvent aussi, on entend, on ne connaît pas, on en est à la préhistoire en fait des connaissances sur la pollinisation. C'est vrai qu'il y a, comme le disait Hélène, le champ est énorme, donc on a choisi de faire cette vue d'ensemble. Et quand on regarde un peu plus en détail, le Web of Science, donc cet ensemble de littérature là, qui nous montre qu'il y a des sujets, des cultures qui sont traitées, hein, voire largement traitées, notamment je pense aux grandes cultures avec le colza, le tournesol qui emporte quand même une grande majorité des publications, ou alors dans les vergers au niveau de la pomme. Et puis, dans d'autres cultures, alors ce n'est pas exhaustif, il y a toujours quelques publications, on est là à l'échelle nationale. C'est important de noter qu'il existe quand même des références, alors pas toujours mises à jour, mais c'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Et puis, on peut s'intéresser aussi aux groupes d'insectes qui sont étudiés. Là aussi, c'est un champ entier de la systématique où la bibliométrie nous montre, lorsque c'est défini, on a des études qui portent sur telle ou telle espèce. Parfois, elle ne s'est pas définie au niveau des mots-clés recherchés, donc au niveau des pollinisateurs, on a peu de définition, ou alors on sait qu'on travaille au niveau des Apidae pour un tiers des revues. Et par exemple, si on s'intéresse à Apis mellifera, eh ben, 76 revues, articles traités de la question. Et si on regarde plutôt du côté d'autres abeilles sauvages, les osmies qui sont largement utilisées aussi en arboriculture font l'objet de 75 publications, en tout cas pour le genre. Alors, ça va assez vite, mais je voulais aussi vous parler rapidement de cette pollinisation qui joue un rôle vital en tant que service écosystémique de régulation de la nature et donc de la production agricole pour le bien-être de l'humanité et notre durabilité sur la planète, et montrer aussi que il y a à peu près 10% des insectes pollinisateurs en fait, qui sont évalués, qui présentent un état de risque d'extinction. Donc, c'est des chiffres qui sont assez récents, qui sont relayés par l'IPBES en 2016. Et l'IPBES a repris des données pour montrer qu'en cas dans l'hypothèse où ces insectes venaient à manquer, ben en fait, c'est à peu près 85% des principales cultures que j'ai citées tout à l'heure, 107 cultures à travers le monde, qui pourraient être impactées de manière plus ou moins importante, et donc du coup évidemment notre santé et les volumes. Voilà, je vais terminer cette partie introductive en focalisant sur l'idée de la prestation de service, puisqu'il y a aussi une valeur marchande entre apiculteurs et agriculteurs pour assurer ce service-là. Et Jean-Christophe Congeot fera justement un focus sur la prestation de services de pollinisation en semences oléagineuses.
Mais vous avez ici en fait les tarifs qui sont pratiqués dans 3 grandes régions sur des 174 prestations qui ont été enquêtées. Et on voit qu'on est à peu près au niveau d'une quarantaine d'euros à la ruche pendant une période de pollinisation sur quelques semaines. Donc, c'est un tarif qui reste encore abordable. Il y a quand même une tendance à la hausse de ces tarifs. Et on sait qu'il y a à peu près un tiers des apiculteurs professionnels qui ont plus de 400 ruches qui vont avoir une activité de pollinisation. J'introduis cette notion-là parce qu'on sait qu'il peut y avoir aussi une adéquation offre-besoin qui n'est pas forcément toujours là au bon moment, et les abeilles domestiques permettent aussi de venir renforcer ce manque de potentiel pollinisateur qui peut être apporté à la base par les abeilles sauvages. Donc voilà pour une vue d'ensemble, et alors je vais laisser la parole à Jean-Christophe Congeot pour faire un focus sur les semences oléagineuses. Merci Fabrice. Donc Jean-Christophe, tu peux mettre ton diaporama. Et je profite de cette petite interlude pour vous rappeler que n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie Q&R, que je puisse ensuite les relayer aux intervenants dans la partie dédiée à cela. Jean-Christophe. Jean-Christophe, Okay. Je pense qu'il vaut mieux que tu t'ouvres ta caméra parce que oui, tu as vrai. une bande passante un peu limitée pendant que tu as ton diaporama. Tout à fait, on va faire ça. Hop, voilà. C'est bon. Donc, OK. Donc, comme l'a dit Hélène, donc moi, je travaille pour la NAMSO, donc, qui est l'Association nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences oléagineuses, et je m'occupe des actions techniques. Donc, je vais vous présenter la façon dont nous gérons les pollinisations sur nos productions. Alors, sachant qu'à la NAMSO, nous travaillons en fait 3 espèces, le tournesol, tout ce qui est colza, les crucifères et le soja. Donc en fait, nous avons besoin de pollinisateurs sur le tournesol et puis les crucifères en semences, en production de semences. Donc ça représente à peu près, on va dire, entre 30 et 40 000 hectares. Donc quand on voit ce graphique, je vous ai mis les surfaces ces 10 dernières années, vous voyez qu'on est entre 20 000 et, on va dire, et le pic était en 2019 de 41 000 hectares sur les 3 espèces. Le soja, c'est une toute petite partie, et nous avons principalement, les productions sont principalement du tournesol et du colza, donc qui sont des productions d'hybrides. Alors si on avait mis cette courbe sur 30 ans, on aurait vu qu'on avait une croissance un peu exponentielle en 2006, à partir du moment où on est passé sur la production d'hybrides en colza. Et c'est aussi à ce moment-là que les chantiers de pollinisation, enfin le service de pollinisation a un peu explosé. Donc pour nous, la charge en colonie a une importance particulière, en tout cas en production de semences oléagineuses. Alors pourquoi? Parce que la production de semences de colza et de tournesol hybride, en fait, est une alternance de fleurs, de bandes, de lignées en fait, mâles et femelles. Donc dans nos champs, on a des plantes qui sont stériles et des plantes qui sont fertiles. Donc là, vous avez un champ de colza où on distingue, pour ceux qui connaissent, enfin, c'est assez compliqué comme ça de reconnaître de loin, mais on a des planches, donc 2 femelles qui sont stériles, et là, on a des planches de mâles, donc où il y a du pollen. Et pareil en tournesol, où, bon là, c'est beaucoup plus visible en fait sur la photo de droite. On voit des tournesols qui sont polyflores, donc il y a plusieurs fleurs. Donc là, il y a du pollen, et on voit des femelles beaucoup plus orangées qui sont monoflores et qui n'ont pas de pollen. Et donc nous avons besoin en fait de pollinisateurs pour faire un transfert de pollen en fait entre les fleurs mâles et les fleurs femelles. Donc en fait, la particularité de nos espèces, c'est qu'on a une différence de morphologie en florale en fait entre les 2 lignées parentales. Donc là, c'est l'exemple du colza. Donc ce que je vous expliquais, c'est que les fleurs mâles donc, sont fertiles avec du pollen, et les fleurs, ce qu'on appelle femelles, donc mâles stériles en fait, sont sans pollen. Et donc c'est l'importance, pourquoi les pollinisateurs sont importants en production de semences oléagineuses, c'est parce que
le rendement en fait en production de semences hybrides en fait dépend à 93% de l'activité de butinage des abeilles sauvages et domestiques. Alors, on a mesuré ça à l'aide de Tulle et en partenariat avec l'INRA. Donc c'est une donnée qu'on a eu, qu'on connaît depuis les années 2009. On a travaillé sur ce sujet-là. Et donc, nous sommes dépendants en fait des pollinisateurs sur ce type de production à 93%. Et donc, je précise bien des abeilles domestiques et sauvages, parce qu'il y a une certaine complémentarité, il y a une complémentarité entre les deux. Et donc, on retrouve un maximum d'abeilles domestiques dans les champs, mais on a aussi besoin en fait des abeilles sauvages. Alors nous, on demande aux apiculteurs, en fait, on leur loue des colonies et pour assurer cette pollinisation. Et donc du coup, on a mis au point en fait un système qui nous permet d'évaluer ces colonies. Tout à l'heure, Fabrice a dit qu'en fait, il y avait une prestation qui était payante. Donc les agriculteurs louent en fait les colonies aux apiculteurs. Et nous avons mis au point, en fait, en partenariat avec l'INRA et l'ITSAP d'ailleurs, une méthode qui permettait d'évaluer les colonies en service durant le moment du service de pollinisation. Et donc, l'objectif, c'est adapter la charge en fait en abeilles pour avoir une pollinisation optimale sur nos productions. Donc, nous avons créé en fait un service qui s'appelle BiExpert et qui nous permet d'accompagner en fait les apiculteurs et les agriculteurs dans la gestion de ce service de pollinisation. Donc, je vous ai expliqué en fait comment ça se passe si on prend par exemple pourquoi c'est important aussi sur une production de tournesol semence avec l'exemple du tournesol semence. Donc, si vous prenez un hectare de tournesol semence, en fait, un hectare de tournesol semence, c'est 40 000 plantes femelles à peu près à l'hectare. Bon, après, ça peut varier en fonction des variétés, mais ce qui représente 32 millions de fleurons. Parce qu'en fait, nous avons 40 000 plantes, mais on a 40 000 capitules. Et sur chaque capitule, vous avez plusieurs fleurs, en fait. Vous avez entre 800 et 1000 fleurons. Donc, du coup, c'est pour ça qu'un hectare en fait, de tournesol représente 32 millions de fleurons globalement sur la parcelle. Et donc, une colonie qui peut être apportée aux abords du champ, en fait, bien développée, si on considère qu'elle fait 30 000 abeilles, en fait, ces 30 000 abeilles ne vont pas toutes travailler pour la pollinisation. Donc, on considère qu'il n'y a que 30% en fait, de l'effectif, en gros, qui va travailler pour nous. Donc, en fait, en gros, on va considérer qu'il y en a à peu près, si on a une colonie de 30 000 abeilles, ce qui est déjà joli, on va considérer qu'il n'y a que 10 000 abeilles qui vont travailler pour le service de pollinisation. Donc ensuite, le tournesol va avoir une floraison, si on considère qu'on a une floraison de 15 jours, en fait, qui va durer 15 jours, alors, sachant que 15 jours, ça peut être long, parce que le tournesol, ça peut durer 8 jours, mais ça peut aussi dire un petit peu plus que 15 jours, mais on va dire en moyenne 15 jours. Ça représente environ 2,1 millions de fleurons à polliniser par jour. Donc, ce qui fait à peu près 210 fleurs à polliniser par jour et par abeille, si on est avec une colonie peuplée de 30 000 abeilles. Donc nous, dans notre filière, ça nous a amené à nous poser pas mal de questions. Et donc, une qui est fondamentale, c'est combien d'abeilles il peut-y avoir dans une boîte? Sachant qu'une boîte, en fait, bon là, sur cette photo, vous avez différents formats. Bon là, c'est des formats d'Adam. Mais par contre, vous pouvez avoir des hausses et vous pouvez avoir des ruchettes, vous pouvez avoir d'autres formats aussi, puis vous pouvez avoir plusieurs hausses. Donc la question, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est important de savoir, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Ce n'est pas tellement la boîte. C'est donc quelle taille peut avoir une colonie. Donc au travers de BiExpert, en fait, on a mis au point et on a validé scientifiquement une méthode d'évaluation au travers d'un projet qui s'appelle Polapis avec l'ITSAP et l'INRA. On a mis au point une méthode qui s'appelle Poleval. C'est une méthode objective en fait pour déterminer la charge en unité opérationnelle d'abeilles mellifères présentes à l'intérieur de la ruche. Donc là, on ne travaille que sur les abeilles qu'on apporte, donc les abeilles domestiques. Et cette méthode, en fait, elle permet d'observer si le nombre d'abeilles estimé dans les ruches correspond bien aux besoins en pollinisation à la parcelle. Donc s'il y a une adéquation entre ce qu'on apporte en nombre d'insectes et le nombre de fleurs à polliniser. Donc cette méthode, en fait, elle est basée sur l'observation de la répartition de la grappe, en fait, sur le dessous et le dessous de la ruche.
Donc, on va regarder la répartition des abeilles donc, sur le dessus. On peut retourner la ruche si on veut pour regarder dessous, pour avoir une meilleure vision de la répartition de la grappe. Et on fait un comptage en fait, du nombre d'intercadres remplis d'abeilles et on fait une somme dessus-dessous, plus la hausse s'il y a des hausses. Et ça nous permet, en fait, ça nous a permis d'obtenir une relation mathématique en fait, corrélant le remplissage intercadre avec la population d'abeilles. En fait, ça nous permet d'avoir un ABAC. Nous, on donne une note, on fait notre observation, et avec l'ABAC, ça nous permet de savoir en fait le nombre d'abeilles qu'il y a dans la boîte. Donc en fait, voilà le type d'observation que l'on peut faire. On peut faire plusieurs observations quand on va regarder les colonies qui sont mises au bord des champs. On peut avoir des colonies avec 6 cadres d'abeilles, par exemple. Donc là, au milieu, vous avez une colonie. Ça, c'est des photos qui ont été prises sur des chantiers de pollinisation. 2 cadres d'abeilles ou 9 cadres d'abeilles. Et là, on comprend bien que entre celles où, par exemple, il y a 2 cadres d'abeilles et celles où il y a 9 cadres d'abeilles, la population n'est pas du tout la même dans la boîte. De l'extérieur, par contre, ça ne se voit pas. Donc ce qui est important, ce n'est pas le nombre de boîtes qu'on va mettre au bord du champ, c'est la qualité de la colonie qui est à l'intérieur. Et donc, nous, on fait nos observations, on note, on fait nos notations. Donc, on a tout un réseau en fait, d'observateurs et on organise ces observations en accord avec les apiculteurs et les agriculteurs et les semenciers, bien sûr. Et du coup, ça nous permet de savoir, en fonction de la note qu'on a donnée, à peu près le nombre d'insectes qu'il peut y avoir dans la boîte. Et donc, on peut obtenir en fait ce type de courbe. Et on sait, là, on a le nombre d'intercadres en bas, qui nous permet, par exemple, quand on a 10 intercadres remplis d'abeilles, on voit qu'on a 27 500 individus. Donc, on voit qu'on peut très bien monter au-delà, mais là, sachant que sur les photos que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est des formats d'Adam où il y a 10 cadres. Donc, en fait, à ce moment-là, on peut monter au-delà, mais avec les hausses. Voilà. Donc, une colonie bien peuplée, déjà, c'est une colonie de 30 000 abeilles, c'est déjà énorme. Donc, nous, en fait, avec ce qu'on observe fréquemment, c'est plutôt des colonies autour de 7 intercadres d'abeilles, donc plutôt autour de 12 500 individus. Et donc là, à ce moment-là, on comprend bien par rapport au raisonnement que je vous indiquais tout à l'heure que les 30% d'insectes qui nous intéressent, en fait, qui vont travailler pour nous au champ, en fait, si on a 30% de 60 000 individus ou 30% de 27 ou de 12 000, en fait, on a entre 18 et 3 800, on va dire, individus qui vont travailler vraiment au champ pour nous. Donc là, on voit bien que le nombre d'individus, il est très important et il faut absolument qu'on soit en adéquation avec le nombre de fleurs en fait, qu'il va y avoir au champ, sachant que les abeilles ne vont pas toutes travailler de façon, je veux dire, de la même façon tous les jours, et qu'il va y avoir plein de facteurs qui vont venir les déranger, et que c'est, par exemple, quand j'ai pris l'exemple de tout à l'heure de 15 jours de floraison, c'est pas 15 jours de floraison plein, en fait, 8 heures par jour. Ça peut être, les abeilles peuvent être amenées à travailler des fois en colza, par exemple, que 2 heures par jour, parce que les températures vont être trop basses, parce qu'à un moment donné, l'agriculteur va peut-être irriguer, parce qu'il va faire trop chaud. Il y a plein d'autres facteurs qui vont faire que les abeilles ne vont pas être opérationnelles à 100% toute la journée. Donc la période de floraison, en fait, peut être raccourcie pour d'autres raisons. Et du coup, il faut absolument qu'au moment où ça fleurit, au moment où il y a les floraisons, et surtout entre les mâles et les femelles, il faut que les insectes soient là et soient disponibles pour travailler. Et donc, nous, ça nous permet en fait d'avoir une idée en fait du service de pollinisation qui est proposé aux agriculteurs quand on fait ces évaluations. Et ça nous permet en fait, en travaillant avec différents établissements de semences, d'évaluer en fait et d'organiser le service de pollinisation. Et quand on regarde un petit peu, là c'est un exemple que je vous ai montré, que je vous montre d'un réseau d'apiculteurs qu'on a évalué dans un établissement de semences. Et donc, sans aucune recommandation, en fait, on a fait des observations sur toutes les colonies qui étaient disposées sur des chantiers de pollinisation en tournesol. Et on avait donc on a obtenu ce graphique, et on a un gradient en fait entre on a de
du nombre d'intercades d'abeilles en fait, moyen fournis par hectare et par apiculteur. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui fournissent 4,2 intercadres moyens par hectare et il y en a qui fournissent 18,7. Et qu'on a un coefficient quand même, on a une disparité qui est énorme et on a un coefficient multiplicateur qui est assez important. Et ça ne nous convient pas dans notre façon de travailler parce que là, on a une hétérogénéité de fourniture qui est très importante. Il y a une notion de coût qui rentre en jeu, Fabrice en a parlé tout à l'heure. Là, par exemple, la personne qui fournit 4,2 intercades d'abeilles à l'hectare se fait payer exactement de la même façon que celui qui fournit 18,7 intercades d'abeilles. Et ce n'est pas du tout le même travail. Et ce n'est pas du tout la même qualité de colonie qui est apportée. Alors nous, l'objectif de ça, c'était pas de pénaliser les gens qui avaient amené 4,2 ou 18,7, mais la première année, quand on fait nos observations, on fait un constat et à ce moment-là, on voit comment ça se passe et on a ce type de graphique. Et l'année d'après, en fait, on va expliquer aux apiculteurs ce qu'on veut et donc on essaie d'homogénéiser en fait cette fourniture. Et parce que celui qui a 4,2, il amène pas forcément le nombre d'abeilles qu'il faut, et celui qui a 18,7, il amène peut-être trop d'abeilles. Et nous, ça ne convient pas, parce que trop d'abeilles, il va peut-être nous piller notre parcelle. C'est une façon de s'exprimer. Ça veut dire que les abeilles peuvent aussi retirer ou consommer trop de pollen, par exemple, et nous enlever du pollen disponible pour la pollinisation, enfin au détriment de pollinisation des tournesols ou du colza, par exemple. Donc, chaque établissement de semences peut établir en fait son cahier des charges et définir en fait sa charge en fait en colonies dont il a besoin par rapport à ses variétés qu'il connaît lui. Et à ce moment-là, il va exprimer ses besoins auprès des apiculteurs et on va leur demander en fait de préparer les colonies en ce sens pour l'année suivante. Et donc, si l'établissement considère qu'il lui faut 7 intercades d'abeilles, par exemple, par boîte, et ben à ce moment-là, ça sera demandé à l'apiculteur et l'année suivante, on lui demandera le nombre d'intercadres spécifié et en fait, on fera une évaluation avec son accord pour voir si c'est conforme à ce qui a été demandé. Alors, ces problèmes de fourniture de colonies en nombre suffisant et en nombre et en qualité suffisant, c'est très important parce qu'en fait, ça peut avoir une incidence sur la pureté en fait, des productions, sur la qualité aussi, sur la taille des graines et sur la faculté germinative des graines. Donc, c'est pour ça que nous, on y est très attentifs. Et donc, l'objectif en fait, de tout ça, c'est vraiment d'organiser en fait de structurer ce service et d'améliorer la relation entre les agriculteurs et les apiculteurs. Et donc, on a un autre moyen aussi de structurer ce service-là. On a donc ce moyen technique avec BiExpert qui nous permet d'évaluer les colonies. Et après, on a un service qui s'appelle BiWapi. C'est un site internet qui nous permet de mettre en relation en fait, les agriculteurs et les apiculteurs qui sont les agriculteurs qui sont à la recherche de colonies pour des chantiers de pollinisation. Et donc, ce site, en fait, nous a permis, c'est un site sur lequel on a travaillé avec l'ITSAP, notamment en 2012. Et ce site nous a permis de mettre en place une charte des bonnes pratiques apicoles et agricoles et un cahier des charges par espèce. Et donc, on a un cahier des charges pour le tournesol et puis un autre pour le colza qui nous permet effectivement de définir en fait ce dont on a besoin par rapport au service de pollinisation. Donc, en fait, nous, aujourd'hui, on a plusieurs outils qui nous permettent de structurer notre service de pollinisation et d'en évaluer la qualité. Et par le fait, en fait, de rémunérer correctement en fait, les apiculteurs qui répondent en fait, à nos attentes. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on continue de travailler et qui est en évolution permanente, puisqu'il y a maintenant on travaille il y a d'autres orientations qui sont prises. La structuration et la mise en relation, l'organisation, tout ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est ce qu'il faut essayer de conserver. Maintenant, on essaie de travailler plus sur la qualité des colonies qui sont apportées. Donc il y a différentes pratiques, il y a des gens qui travaillent pour donner des recommandations en fait, sur par exemple, le nourrissement des colonies
au pollen, en fait, ou avec des protéines, en fait, pour améliorer l'activité des butineuses de nectar sur les chantiers de pollinisation. Donc, il y a plein d'autres pistes qui sont en cours. Mais en fait, la priorité, c'est quand même la structuration du réseau et le maintien de cette relation. Sans ça, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Voilà, je vous ai... Merci. Je me permets de t'arrêter un petit peu pour qu'on ait le J'ai temps. coupé. Tu Voilà. fais encore une diapo peut-être? Non, c'est bon, j'ai fini. Super, je te remercie beaucoup. Et donc, pour terminer cette partie intervention, donc on va laisser la parole à Patrick, qui va nous donner un regard, on va dire plutôt enseignement, et peut-être qui va nous parler aussi de pollinisateurs sauvages. Donc, Patrick, c'est à toi. Oui, bonjour, merci. En introduction, juste vous rappeler, donc voilà, je suis enseignant en biologie-écologie en Lot-et-Garonne, donc terre d'excellence, on va dire, pour les productions de semences, où on a à peu près 70 productions qui nécessitent la visite des insectes pollinisateurs au sens large du terme. Et donc, moi, j'interviens sur AgroCampus 47, donc l'enseignement agricole public lot-et-garonnais, et plus spécifiquement donc, sur le site de Nérac. Donc, avant d'attaquer cette première diapo, juste pour vous rappeler que l'enseignement agricole public, à travers ses missions d'éducation, d'information, d'animation du territoire, de démonstration sur ses exploitations, voilà, j'avais un petit souci, voilà. Donc, ces missions sur les exploitations agricoles, de coopération internationale également, participent à la vulgarisation des services écologiques rendus par les pollinisateurs. Donc, moi, je vais vous présenter à travers 3 projets pédagogiques distincts le rôle essentiel de ces pollinisateurs et en premier lieu, celui des apiformes. Et comme a été dit tout à l'heure par mon collègue Fabrice de l'ITSAP, donc ça représente entre 900 et 1000 espèces d'abeilles dites sauvages, pour la majorité d'entre elles solitaires et 2 sociales, dont notamment le bourdon que l'on connaît bien. Voilà, donc sur cette diapo, la première, donc, depuis quelques années, dans le cadre de la réforme de l'enseignement agricole public, la transition agrologique fait partie prenante des modules, des référentiels, et c'est vrai que l'abeille, au sens large du terme, est un bon moyen d'accéder à tout cela. Et comme vous pouvez le voir, donc, on intervient avec, auprès de nos apprenants, en formation initiale, continue, de jeunes adultes, en apprentissage, sur des thématiques bien précises liées à cette pollinisation. Et on aborde donc les mots-clés de biodiversité et d'apiformes. Donc pour cela, bien sûr, on s'est rapproché des professionnels au sein de leur territoire. Donc, je reparlerai dans un deuxième temps d'un groupement d'intérêt économique et environnemental. Mais également, on a passé des conventions avec l'INRAE d'Avignon et l'unité mixte de recherche abeilles environnement, la bergerie nationale de Rambouillet et bien d'autres que je vais pouvoir détailler donc à partir de la diapo suivante sur les sciences participatives. Donc, Philippe, si tu peux me faire défiler la deuxième diapo. Je ne sais pas si on m'entend, oui. Excuse-moi, j'entends, mais je suis bloqué, donc il faut que je départage et je repartage. Patrick, continuez à présenter. D'accord. Ouais, je continue à présenter du coup, voilà. Donc là, avec la deuxième diapo, on va vous présenter le réseau Apiforme. Ce réseau Apiforme, donc dans le cas des sciences participatives, est un réseau donc, qui a démarré en 2009 et qui perdure dans sa deuxième phase jusqu'à au moins 2021, mais on va aller à 2023 très rapidement. Et en fin de compte et concrètement, c'est, vous allez voir, ben voilà, la diapo est arrivée. Vous avez donc un petit peu la carte de France avec tous les lycées agricoles qui se sont engagés. Avec donc comme support scientifique l'INRAE d'Avignon, la bergerie nationale, bien sûr, sous le haut patronat du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et l'idée, c'était de recenser la biodiversité des abeilles sauvages et se poser la question, quelle abeille visite quelle culture? Et quand je dis quelle culture, au sens large du terme, sur l'exploitation agricole, ça va jusqu'aux haies, aux bandes enherbées, etc. Donc, pour ce faire, dans un premier temps, voilà la diapo, merci, il a fallu former tout un ensemble d'enseignants, formateurs, chefs d'exploitation des lycées agricoles
Et pour cela, ils sont donc allés à l'INRA d'Avignon et ils ont suivi une formation intense d'une semaine pour apprendre à collecter, préparer et identifier au genre les abeilles sauvages. Mais en préambule, bien sûr, on avait eu toute une explication sur la biologie et l'écologie de ces abeilles, car vous allez vite vous rendre compte que la notion d'habitat et de territoire est indispensable pour cette catégorie d'abeilles. Donc, ce qui est important, voilà, alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, suite à ces formations-là, on a pu revenir avec des protocoles bien précis et avec nos apprenants, l'avantage, c'est qu'on peut, d'une manière in situ sur nos exploitations agricoles, mettre en pratique ce protocole-là d'une manière donc uniforme au niveau national. Et vous voyez les deux protocoles qui ont été mis en place, et c'est surtout le deuxième avec la capture au filet qui a été la plus efficace et celle qui perdure aujourd'hui, qui nous permet aujourd'hui d'identifier au genre et après toutes ces envoient ces collectes-là pour l'identification de l'espèce. Et des fois, ça se joue à pas grand-chose. Donc, il nous faut des spécialistes parce que c'est au niveau des génitalia, des mandibules, de certaines cellules ailaires. Donc, c'est assez compliqué et c'est vrai que c'est important qu'on ait tout ça. Donc, le but final un petit peu de ce réseau apiforme, hormis, vous l'avez entendu, avoir des protocoles de capture et identifier cette diversité d'abeilles, c'était de mettre en avant la complémentarité des abeilles sauvages et domestiques, comme ça a été dit tout à l'heure, à juste titre, et bien se rendre compte que ces abeilles sauvages ont une adaptation morpho-anatomique, notamment de leurs pièces buccales, et certaines auront plus de facilité à aller visiter certaines fleurs et assurer le service de pollinisation. Et puis de plus, et ça c'est important, ces abeilles sauvages ont une amplitude de sortie beaucoup plus large que les abeilles domestiques. Et donc, en complémentarité, j'insiste bien avec les abeilles domestiques et les colonies que l'on peut mettre dans nos cultures, eh bien, ces abeilles sauvages vont assurer le service de pollinisation un peu plus tôt le matin ou quand la météo est beaucoup moins favorable. Donc, deuxième exemple que vous avez à l'écran, donc en sciences participatives, eh c'est le protocole donc, OAB, Observatoire agricole de la biodiversité, en collaboration étroite donc, avec les services du réseau de biodiversité du ministère de l'Agriculture, le Muséum d'histoire naturelle. Là, c'est facile à mettre en place aussi pour nos apprenants et facile à suivre sur le terrain. C'est le principe de mettre des tubes en carton par lot de 32 pour attirer une catégorie d'abeilles sauvages qui est rubicole, c'est-à-dire qui va nicher plutôt dans des infractuosités, dans des tubes, dans des creux. Et ça nous permet donc du coup pédagogiquement de suivre ça relativement facilement et puis d'aborder là encore ce service de pollinisation par les abeilles sauvages et mettre en place facilement sur les exploitations agricoles des moyens pédagogiques qui lui disent de montrer que cette biodiversité est indispensable. Et concrètement après, bien ça nous permet de dire aussi si elle niche dans ces endroits-là, eh bien, il va peut-être falloir favoriser un habitat favorable pour ce type d'abeilles et mettre en place notamment des haies paysagères très diversifiées, multistrates et bien sûr mellifères, qui peuvent fournir au bout de quelques années un habitat favorable à ces abeilles, non pas uniquement en nourriture, en diversité, en quantité, mais également pour pouvoir y nicher. Voilà un petit peu donc pour ces deux sciences participatives que l'on met en avant dans le cadre de nos formations et puis également dans le cadre de nos missions. Tout à l'heure, j'ai parlé d'animation du territoire. Eh bien, en Lot-et-Garonne et un peu plus précisément dans l'Albret, où il y a les producteurs de semences. Donc, il y a eu un collectif d'agriculteurs, producteurs de semences conventionnels et bio. Vous les avez dans les collèges là qui sont sous vos yeux. Les apiculteurs, bien sûr, professionnels et les institutions, bien sûr, notamment la Chambre d'agriculture, l'INRAE, l'ITSAP, la Nouvelle-Aquitaine dont dépendent les lycées agricoles et bien sûr le ministère de l'Agriculture, eh bien, on a pu, à partir de la création d'une association Coexistence 47 qui émane de la volonté des agriculteurs, j'insiste bien, déposer un projet de GI2E, donc groupement d'intérêt économique, pour la coopération entre les filières agricoles et apicoles pour gestion partagée du territoire en Lot-et-Garonne.
Et du coup, suite à cela, vous avez vu les axes de travail, avant tout le dialogue entre les différents partenaires, assurer la sécurisation économique des exploitations, et ça a été dit par mon collègue Jean-Christophe de la NMSO tout à l'heure, c'est qu'il va falloir on produit des semences, mais les semences doivent être pures, pas de pollution génétique, etc. Il faut donc des semences de qualité avec un bon pouvoir germinatif, et ça passe par le service de pollinisation et la gestion des ruchers, sédentaires ou non, d'un point de vue alimentaire et sanitaire. Également, donc, toute une partie sur la gestion des flux polliniques. Et c'est vrai que justement, on en parlait là encore tout à l'heure, et les isolements entre les parcelles. L'abeille sauvage solitaire, qui est avant tout terricole, à 80% d'entre elles, elle niche sous terre, a un rayon d'action de 300, on va dire, à 600 mètres autour de l'endroit où elle vit. Et donc, c'est intéressant dans le service de pollinisation où elle va éviter justement peut-être de transporter des pollens non désirés à droite et à gauche. Et pour être complémentaire de mon collègue, effectivement, aussi, l'abeille sauvage, elle, ne fait pas de pelote de pollen sur ses pattes arrière. Et donc, tout le pollen qu'elle a sur elle est potentiellement utile dans le service de pollinisation. Donc, on voit bien la complémentarité de ces abeilles-là, de ces différents genres. Et donc, c'est important de les maintenir. Et puis après, les axes de travail de ce J2E, bien sûr, limiter, voire supprimer certains produits phytosanitaires et jouer sur la biodiversité. Donc, du coup, concrètement, vous avez sous les yeux donc, une des applications de ce que l'on fait. Et on a donc créé un outil cartographique, un système d'information géographique avec des élèves ingénieurs de Bordeaux Sciences Agro et d'AgroParisTech. Et le but, c'était de mettre en avant les périodes de disette alimentaire pour l'ensemble des pollinisateurs et en premier lieu les abeilles domestiques qui sont dans nos ruchers et les abeilles sauvages, en proposant donc des itinéraires de techniques nouveaux, des changements de pratiques agricoles afin de fournir de la nourriture en quantité et en diversité. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est basé grâce aux données de la DDT, de la PAC, donc vous le voyez à l'écran, donc des différentes parcelles où il y a des cultures qui peuvent être potentiellement visitées par les pollinisateurs à 15 jours près. Et on a pu mettre en avant, sur notamment le site de l'exploitation du lycée agricole, des disettes alimentaires assez sévères et régulières, dans le sens où, de par on va dire, la configuration actuelle du modèle agricole que nous connaissons, eh bien, il y a des moments clés où l'abeille est toujours dehors, même l'abeille domestique, avec le changement climatique, et il leur faut de la nourriture. Donc, nous, on joue sur ces périodes de disette en réimplantant des couverts végétaux mellifères qui ont plein d'autres rôles qui ne seront pas détaillés aujourd'hui, mais que vous avez dû entendre déjà, mais également la mise en place de nouvelles cultures, et notamment la culture, par exemple, de trèfle-semence, qui va avoir une période de floraison de juin à août intéressante, là où il n'y a quasiment plus rien à manger. Et puis, vous avez donc sous les yeux également une nouvelle action. Et alors, tout ce que je dis, bien sûr, depuis tout à l'heure, vous l'avez bien compris, c'est avec nos apprenants que nous suivons ça, les professionnels et nos collègues sur le territoire. Donc, ici, on vient juste de mettre en place, parce que la météo ne nous a pas été tout à fait favorable, une expérimentation sur 3 environnements agricoles avec les mêmes conditions pédoclimatiques et les mêmes productions de semences, mais sur une parcelle en conventionnel sur le site du lycée agricole, sur notre parcelle en agriculture biologique dans un îlot donc, de Yannick Pépineau à côté du site du lycée, et à la station expérimentale de la FNAMS à Condom, qui elle-même mène un programme qui s'appelle donc AgroSem, donc les leviers d'agroécologie pour produire des semences de qualité sans pesticides. Donc l'idée, c'est d'avoir 3 ruchers qui sont installés et de prélever régulièrement du pollen et de faire des analyses chimiques et palynologiques, donc différentes, pour voir si elles vont visiter d'autres fleurs que la culture. Et on s'est appuyé sur les protocoles déjà existants, notamment du programme Survapi. Et ces ruchers-là sont connectés avec le système BigWard qui nous permet d'avoir les conditions climatiques réelles autour du rucher et dans les ruches, de maîtriser à distance le poids de la ruche et de la colonie pour voir si les miellés sont là, s'il n'y a pas eu d'essaimage, etc. Voilà un petit peu ce qu'on en est. Et pour finir, l'état des lieux des formations, et notamment en Lot-et-Garonne, où nous nous trouvons actuellement, eh bien, vous voyez ici que beaucoup de choses sont mises en place. Et
Il y a un seul diplôme, j'allais dire, en apiculture dans l'enseignement agricole, c'est le certificat de spécialisation après le bac. Et celui que l'on met en place, nous, dès 2022, ce n'est pas pour augmenter le nombre d'apiculteurs sur le territoire, mais plutôt de former des BTS qui sortent de nos formations en production végétale ou conduite des exploitations agricoles, afin qu'ils puissent avoir des bases solides sur le service de pollinisation pour après travailler demain dans les grandes entreprises de semences ou autres et permettre d'avoir de la donnée également. Alors pour cela, l'enseignement agricole s'est doté et la région nous a bien aidé pour ça, de moyens. On a des ruchers donc, sur les 2 sites, donc à Sainte-Livrade et à Nérac, plus une miellerie collective. Et puis après, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, des actions en faveur des pollinisateurs, vous pouvez voir, donc les couverts végétaux, réimplantation de haies à grande échelle, alors bien sûr des haies avec des espèces locales, certifiées par le Conservatoire régional sud-atlantique, donc des haies mellifères, multistrates, qui va nous permettre donc d'avoir le gîte et le couvert pour nos abeilles. Et puis, je vous ai parlé tout à l'heure en préambule de la mission d'enseignement agricole, la coopération internationale. Donc, nous sommes en lien étroit avec des lycées partenaires, notamment en Italie, en Slovaquie. Et AgroCampus 47 a la chance de représenter modestement la France au concours international des jeunes apiculteurs depuis plusieurs années. Et l'idée, c'est d'aller dans différents pays, il y en a à peu près une trentaine aujourd'hui, voir ce qui se fait dans le service de pollinisation, l'apiculture et comment, dans un pays, l'abeille est traitée par rapport à certaines cultures, par rapport à certaines approches agro-environnementales et pratiques agricoles. Voilà un petit peu le tour de ce que l'on peut faire via l'enseignement agricole, en lien étroit avec nos partenaires de l'ITSAP, notamment l'ANEMSO qui m'ont précédé. Merci. Merci beaucoup Patrick, merci à vous trois. Alors voilà, le sujet est très riche, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup d'informations et donc on n'a pas forcément beaucoup de temps pour les questions. Donc je vais essayer quand même de relayer en tout cas certaines d'entre elles. Alors tout d'abord, comme je me l'avais dit en introduction, effectivement le sujet étant très large, on ne pouvait pas tout traiter. C'est vrai qu'on est resté sur abeilles sauvages, abeilles domestiques, mais il y a eu dans le chat quelques frustrés du fait qu'on ne parle pas forcément d'autres pollinisateurs, donc diptères, lépidoptères, triménoptères, etc. Et voilà, du coup, je ne sais pas si vous avez peut-être quelque chose à dire par rapport à la pollinisation des pollinisateurs sauvages non abeilles, ou déjà, est-ce que c'est des choses que vous prenez en compte dans vos réflexions les uns et les autres et ou que vous pensez que, voilà, qu'il y aurait des choses à faire sur ce sujet-là. Peut-être dans l'ordre d'intervention, je ne sais pas, Fabrice, puis Jean-Christophe et Patrick. Oui, rapidement, sur cette question-là, on peut dire qu'il y a quand même un consensus sur des publications scientifiques sur le fait que les hyménoptères, avec notamment les abeilles, mais on sait qu'il y a aussi quelques mammifères, chauves-souris, oiseaux qui peuvent polliniser. Et chez les insectes, les diptères ou les lépidoptères sont dans une moindre mesure des pollinisateurs. Là, le focus est effectivement fait sur les insectes, mais vraiment abeilles. Chez les diptères, on sait que les cirques aussi sont des pollinisateurs. Donc, voilà, c'est un choix qui a été fait là, et du fait des intervenants, c'est vrai que c'est plutôt orienté abeilles domestiques avec un élargissement aux abeilles sauvages. Mais on n'oublie pas de toute façon l'ensemble des cortèges des insectes qui ont tous évidemment un rôle important à jouer, que ce soit en auxiliaire, parasitoïdes ou sur des services de pollinisation. Nous, on a eu, comment dire, dans nos essais, en fait, on a fait des captures dans nos parcelles, en tout cas sur les tournesols et sur les colzas, et on s'est intéressé aux abeilles domestiques principalement parce que déjà c'est celles qu'on arrivait à maîtriser, et après on retrouve, au plus grand nombre déjà, et qu'on sait apporter, et on retrouve dans nos parcelles, 95% des pollinisateurs qu'on retrouve, c'est des abeilles domestiques. Donc après on va retrouver 5% à peu près d'abeilles, on va dire sauvages,
d'autres choses dans nos parcelles, mais c'est pas ce qui fait la. Enfin, on peut pas compter que sur eux. Et du coup, nous, on sait bien que c'est vraiment très complémentaire de l'activité des abeilles, comme l'a dit Patrick. Hein, c'est vraiment très complémentaire de nos abeilles domestiques. Après, honnêtement, c'est déjà compliqué de faire les observations sur les abeilles domestiques. Aujourd'hui, on n'a pas de programme de recherche plus approfondi. Voilà. Mais par contre, on est conscient qu'il faut quelque chose de plus, quoi. Et Patrick, du coup, niveau enseignement, est-ce que les autres pollinisateurs que les sauvages domestiques, mais tout ce qui est lépidoptère, hyménoptère, est-ce que c'est des choses que vous travaillez ou pas? C'est-à-dire, là encore et en complément, c'est vrai qu'aujourd'hui, on manque de spécialistes, de scientifiques assez pointus. On a malheureusement les botanistes, les entomologistes avaient quasiment disparu. Et aujourd'hui, dans un premier temps, il a fallu reformer toutes ces personnes-là. Et c'est vrai que les hyménoptères et en premier lieu les apiformes, pardon, il y a assez de monde, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui commencent à travailler quand même sur les CIRF. Et c'est des protocoles aussi qui sont faciles à mettre en place dans le cas de l'OAB notamment ou autres sur les lycées agricoles, mais on a peu ou pas de données. Donc c'est vrai que nous, là encore, c'est encore plus simple pour nous dans l'enseignement agricole de valoriser la mise en place d'un rucher sur l'exploitation agricole de lycée, et parce que pédagogiquement, on peut énormément travailler sur l'abeille à miel, Apis mellifera, à tous les points de vue, de la biologie à la chimie, en passant par les mathématiques, la gestion d'un cheptel. Donc, c'est vrai qu'il y a peu de données. Pour répondre à l'une des questions que j'ai vues tout à l'heure, après, dans l'enseignement agricole, c'est vrai qu'il n'y a pas, donc je vous disais, vraiment de diplôme, hormis le CS apiculture, mais l'IUT de Perpignan vient d'ouvrir une formation sur justement la place de l'apiculture sur les territoires et comment gérer sur un territoire les populations d'abeilles domestiques, avec tout ce qui a été dit dans les différentes interventions. Merci Patrick. Alors je vois l'heure qui défile, donc si vous pouviez voilà, pour l'instant, aujourd'hui, même des élèves ingénieurs, voilà. Des réponses courtes pour qu'on ait quand même le temps de peut-être encore de questions. Et je remercie les panélistes qui répondent directement dans le chat à toutes vos questions. Je me permettrai de rebondir sur une question qui concerne BioApi, donc la plateforme qu'a présentée Jean-Christophe, qui dit qu'effectivement, cette plateforme a été développée pour mettre en relation donc, les producteurs de semences avec les apiculteurs. Et donc, la question est de savoir s'il y avait ce genre d'outils aussi pour la viticulture. Et du coup, j'élargirais bien un peu la question, puisqu'à nouveau, on a quand même fait un focus sur la production de semences. Mais est-ce que tous les outils et les approches, notamment que nous a présenté Jean-Christophe, alors Patrick était plus large et Fabrice aussi, mais est-ce que c'est des choses qui peuvent facilement s'adapter ou être repris sur d'autres productions? Et où est-ce que vous connaissez des travaux de ce type-là, ou des plateformes en tout cas de ce type-là pour les autres productions? Alors pour BioApi, oui, c'est quelque chose qu'au départ on avait imaginé pour déployer sur avec d'autres filières. Bon, pour l'instant on l'a pas encore fait, mais c'est effectivement on peut très bien, on travaille dessus avec Fabrice, hein, et on pourrait très bien l'utiliser pour l'arboriculture ou d'autres productions. Maintenant la viticulture on n'y a pas pensé, mais oui, mais c'est quelque chose qui peut être ouvert. Fabrice travaille sur un projet, je veux dire, en arboriculture, de mise en relation d'agriculteurs et d'apiculteurs aussi, qui pourrait très bien rentrer, qui pourrait être utilisé au travers de BioApi. Après, l'avantage de BioApi, c'est qu'on est obligé de se mettre autour de la table pour écrire un cahier des charges. Et donc, à ce moment-là, de fixer les règles. C'est ça l'intérêt. Merci. Alors, je ne sais pas, Fabrice, si tu veux compléter ou si j'ai le temps de faire une dernière question. Tu préfères rebondir là-dessus ou est-ce que... Non ? Du coup, j'espère que Philippe m'autorise une dernière question. Effectivement, dans ces sujets-là, donc on est vraiment à la croisée entre agriculteurs et apiculteurs. Donc Patrick a présenté, et Fabrice aussi au début, quelques leviers que pouvaient mettre en place les agriculteurs chez eux. Et là, il y a eu plusieurs questions autour des infrastructures agroécologiques. Et donc déjà, est-ce qu'il existe des travaux qui évaluent la densité des pollinisateurs en fonction des infrastructures agroécologiques ? Et le pendant de la question, peut-être plutôt pour Jean-Christophe, est-ce que dans les outils, enfin la méthode que vous
vous avez, est-ce que vous prenez en compte aussi tout ce qui est cet environnement paysager dans la méthode? Donc, je ne sais pas, peut-être Fabrice sur les références et puis Jean-Christophe ensuite sur la méthode. Oui, rapidement, globalement, il y a aussi une convergence des résultats sur le fait que plus il y a d'infrastructures agroécologiques dans un agrosystème, plus la densité et la diversité des insectes et notamment des abeilles est élevée. Donc voilà, ça répond déjà à la question. Après, en termes de protocole, il y a plusieurs types de relevés qui peuvent être faits sur la densité, la diversité, les lieux de butinage, etc. Donc c'est ce que j'ai un peu présenté et c'est ce que… Alors, je n'ai pas d'exemple comme ça en tête en si peu de temps, mais oui, il y en a et je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Et Jean-Christophe, rapidement. Alors nous avons travaillé, nous prenons en compte le paysage. En fait, c'est quelque chose qui a été travaillé avec l'INRA et Bernard Vessière en 2009. Donc aujourd'hui, on tient compte du paysage pour placer nos productions en fait. Donc on sait qu'on va placer certaines variétés dans certains contextes, voilà, par rapport aux connaissances qu'on a acquises en 2009. Donc on a quelques références là-dessus. On connaît l'impact que peut avoir le paysage. Eh ben, merci à tous et merci aux personnes pour leurs questions qui ont été quand même bien riches finalement et tellement riches qu'on n'a pas pu répondre à tout. Je m'excuse auprès de ceux qui n'ont pas eu de réponse, mais on va essayer de voir comment relire vos questions a posteriori. Merci à tous. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Philippe, du coup. Philippe, tu n'as pas ton micro ouvert. Excusez-moi, même pourtant. Oui, merci à tous. Et donc, on se retrouve à partir du 28 septembre pour une prochaine saison et on changera de thème puisqu'on va élargir encore un peu plus en abordant les questions de changement climatique et de santé globale. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à suivre notre actualité au sein de l'ACTA et d'Agrium. Bon été à vous tous. Merci à tous les trois et bonne fin de semaine et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.